Bienvenue. Bonjour sur cette. Rien, ça commence bien. Bonjour. Bienvenue sur cette table ronde, donc intitulée Dans la cuisine des mauvais genres, où on va parler de, comme il est question de subversion, de transgression dans la SF sur ce festival, ça va être consacré un petit peu à l'expérimentation littéraire, la subversion des codes, des normes littéraires, avec donc nos 4 invités. Je fais un petit topo de présentation rapido. En gros, je suis partie de cette question. Est-ce qu'il c'est contradictoire de vouloir discuter de questions propres à la création littéraire sur un festival où on parle beaucoup du contenu des œuvres, de ce qu'elles, de ce qu'elles pas forcément du message, mais voilà, de ce qu'elle porte comme idée, en fait. Parce que la science-fiction, on l'appréhende aussi beaucoup comme une littérature d'idées. On a vu là, déjà sur pas mal de tables rondes, qu'on ne pouvait pas séparer le fond de la forme. Et là, on avait envie d'organiser une discussion plus sur la forme, mais pas seulement, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc de parler d'expérimentation, de contraintes formelles, d'esthétique, d'attention aux matériaux de la langue, mais de se demander quel sens ça a et quel sens ça a pour vous. Et puis aussi de parler en fait du travail d'auteur et d'autrice, le travail de l'écriture, notamment parce que on parle beaucoup du contenu de nos imaginaires, de nos représentations, mais la question n'est pas seulement de savoir quoi raconter, mais aussi comment le raconter. Ça a, à mon sens, son importance. Et puis, donc tous les 4, vous expérimentez des formes de création, parfois dans d'autres supports que la littérature ou l'écriture. Voilà, c'est ce genre de questions que je voulais soulever. Et enfin, une chose aussi, on va dire un peu les postulats de la table ronde, le travail d'écrivain ou d'écrivaine ne saurait se concevoir isolé de ses conditions matérielles de production, de ses conditions de sociabilisation, de modalités d'engagement. Donc on verra si on a le temps de parler aussi de ça. Et pour conclure là-dessus, je voulais donc citer une phrase donc, qui est tirée, une phrase de Léon Henry et Jacques Micheli qui est citée dans Few of Us de Luvan, son recueil de, de nouvelles, chez Dystopia. On lit, on aime, on remâche, personne n'écrit seul en réalité. Alors, on fera l'exercice des présentations ensuite, mais tout d'abord, je voulais vous poser cette question. Avec qui écrivez-vous ? Avec la bibliothèque, on écrit pas mal. Moi, j'écris avec ma bibliothèque, avec certaines choses de ma bibliothèque que je détourne, que je mélange, que je trahis volontiers, que je tambouille, que je vole, effectivement, réellement, quoi. Et c'est avec tout ça qu'on écrit. On n'écrit pas à blanc, effectivement, ni ex nihilo. On ne parle pas de toute façon en inventant une langue. Donc, on invente la langue en l'apprenant et en mélangeant le plus possible avec toutes sortes d'apports. Et on écrit avec tout le monde, je pense. Je rebondis là-dessus. Ouais, Chamoiseau parle de Sentimentech pour sa bibliothèque de bouquins qui le touche particulièrement, notamment dans son dernier roman. C'est pas un roman, mais dans son dernier bouquin qui s'appelle Le Compteur, le panier et la nuit. Le dernier chapitre, c'est toute sa Sentimentech avec des petites notes d'appréciation des auteurs qui la composent. Donc ouais, carrément, on écrit avec ceux qu'on admire, qui nous ont précédés et qui sont dans nos rayons.
ou pas. Parce que moi, j'ai pas de bibliothèque chez moi, par exemple. Pendant très longtemps, j'ai vécu dans une piole qui était trop humide pour avoir des bouquins. Et du coup, je suis en train de reconstituer le fond. Mais ils sont par terre. Ils sont dans des sacs. Et j'écris avec des gens qui veulent écrire avec moi sur Twitch. Je fais des ateliers d'écriture. Et du coup, on écrit ensemble, très souvent sur des exercices individuels, mais parfois en collectif aussi, sur une espèce de... comme un Google Doc, ça s'appelle Framapad, c'est indépendant. Ça sauve la Terre, il paraît. Et donc, on s'éclate à écrire des textes en commun et à bousculer nos différentes manières d'écrire pour comment dire, améliorer nos styles individuels. C'est hyper formateur. Parce que, alors, ok, j'anime l'atelier, mais je leur donne des conseils sur mes trucs et astuces. Mais en vérité, des fois, ils me sèchent complètement dans leur manière de formuler les choses. Donc, je leur vole pas mal de trucs aussi. Mais c'est qui disait ça? C'est voler aux vivants. Moi, je vole à ceux qui sont très très morts. Parce que je veux pas d'embrouille. Ouais, c'est Leonardo da Vinci qui disait ça. Il faut un bon artiste copie, un grand artiste vole. Ça a été volé par Tarantino. Et ça a été volé par Banksy, pardon. Comment on dit? Merci. Qu'il a remixé aussi à son tour. In fine, ouais. Alors moi, en ce moment, j'écris avec mes enfants. Voilà. Bah, dis en plus un peu. Oui, cool pardon, ce que non, t'écris, t'as raison, c'était un teaser pourri. Non, j'écris un feuilleton de fantasy un peu... J'écris un feuilleton de fantasy et le deal, c'est de le partager avec mes enfants. On a quelques chapitres d'avance entre nous. Et donc, j'en fais un chapitre par semaine que je diffuse par email, si vous voulez. Vous pouvez totalement suivre le feuilleton de fantasy. Et j'écris avec mes enfants parce qu'ils ont atteint un âge où on partage beaucoup nos lectures. On a beaucoup partagé de lectures pendant le confinement et où on s'est rendu compte qu'on avait un imaginaire... Enfin, on avait des endroits, en tout cas, où nos imaginaires se rencontraient. Et c'est vachement chouette. C'est très enrichissant. C'est-à-dire que c'est moi qui écris, mais après chaque chapitre, on a des discussions qui peuvent durer le temps qu'ils ont à y consacrer dans la semaine. Et du coup, il y a beaucoup de choses dans ce récit qui ont surgi, soit de leur désir, soit d'une tentative pour moi de m'approcher de ce qui pourrait les faire marrer, essentiellement. Et puis, il y a des lignes d'intrigue ou des personnages complets qu'ils ont fabriqués de toutes pièces. Donc voilà, c'est une expérience super. C'est une question compliquée parce que enfin, il y a les gens avec qui consciemment on a l'impression d'écrire. Enfin, on a l'impression qu'on écrit. Donc effectivement, il y a groupe d'écriture, 4 mains. Bah, avec Léo, on écrit beaucoup en 4 mains. Avec Mickaël, on écrit combien alors 2 x 4 8 mains. Avec Likam on et... est écrivain, c'est pour ça qu'on calcule. Je suis super nulle. Du coup, Likam, Katie Stewart, Michael Rock, et on a écrit une nouvelle complètement épique et improbable et probablement impubliable parce que qui se passe sur une île. Il y a des insectes, il y a une piscine et des gens qui se saoulent avec les restes dystopiques d'un bar. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les insectes sont les anciens hommes, il n'y a plus que des femmes. C'est ça. C'est marrant. Du coup, voilà, il y a les gens, et puis effectivement des ateliers d'écriture où j'utilise aussi beaucoup l'écriture collective, où on se refile des thèmes, des motifs, et puis on les mâche et on les remâche, et ça c'est conscient. Et après, il y a ce processus un petit peu magique d'écriture où je ne me rends pas forcément compte. J'ai beaucoup de mal à, par exemple, l'écriture d'hommage, à laquelle sont hyper douées certaines copaines. Je suis assez nulle, je ne me rends pas compte en fait. Et c'est peut-être, je ne sais pas, 5 ou 6 ans après où je vais me dire, mais, ou même là, moins,
j'ai écrit des nouvelles au moment où j'étais en train de traduire Karen Joy Fowler. Et en relisant le recueil de nouvelles qui va paraître en septembre, je me suis aperçue que il y en avait une consciemment, je voulais limiter, faire une nouvelle hommage, et puis d'autres, je me rends compte que voilà, c'est cette figure de style, je l'ai pompée à Karen Joy Fowler. Et je pompe consciemment des gens très morts ou très récents. Agrafa, en fait, à chaque fois qu'il est écrit, puisque c'est un roman médiéval. J'ai essayé et ça n'existe pas, bien sûr, un roman médiéval de cette époque, en tout cas. J'ai essayé de m'imaginer que serait un roman s'il y avait eu un roman au Moyen-Âge. Et en fait, c'est un petit peu comme les covers des chansons folk. Les personnes qui couchaient par écrit ce qu'il ou elle avait à dire citaient sans vergogne, sans citer, sans vergogne, je sais pas, sûrement. Okay. Je sais même pas ce que ça veut dire vergogne. Honte, voilà. Alors, clairement sans vergogne, parce qu'il n'y en avait pas. Donc, c'était toujours écrit, il est écrit, etc. Donc, les citations, les gens se citaient, et parfois, c'était même pas écrit spécifique, c'était une citation. Donc, j'ouvre les guillemets, etc. Les précautions qu'on prend de nos jours n'étaient pas du tout prises au Moyen-Âge. Donc, voilà, c'était une littérature du florilège et de la citation consciente. Donc, en fait, dans Agrafa, j'ai fait la même chose. J'ai traité de la même manière les contemporaines. Et c'est affreux, je crois qu'on n'a pas le droit de faire ça. J'espère que je ne suis pas en train de mettre oui, la volte sur la touche. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est des choses conscientes. Et après, parfois, franchement, avec qui j'écris, même au sein de... Je suis toujours surprise par les voix qui se présentent à moi lorsque j'écris. Donc, j'imagine qu'elles viennent de moi, mais à la fois, on doit piller tout. C'est une question qui est vraiment, moi, qui m'embarrasse. Parce que d'un seul coup, je me dis, oh mon Dieu, mais j'ai l'impression d'être un vampire. On écrit avec la personne qui est à côté de soi dans le train. Et on pompe une réplique super chouette. C'est affreux, en fait. On ne sert à rien. On est juste en train de recopier ce que d'autres disent et font. Je m'en vais. Oui, alors l'idée c'était pas forcément de vous mettre en difficulté avec cette question, mais c'est vrai que la table ronde, en fait, je me suis dit, on parle d'expérimentation littéraire, et puis on va faire le déroulé classique où moi je présente chaque auteur religieusement. Donc je me suis dit, on va essayer de changer un peu, voilà, un peu les règles du jeu, quoi. Et du coup, ce que je voulais vous proposer, c'était de vous présenter mutuellement. Voilà. Donc, Michael Roch présente Luvan, que Léon Henry présente Michael Roch, que Luvan présente Céline Minard et que Céline Minard présente Léon Henry, dans l'ordre que vous voulez. Oui, parce que oui. Non, mais c'est marrant, c'est comme si tous les auteurs et autrices se connaissaient entre elles. C'est le cas, ouais. Oui, ça sera pas formel. Non, Luvan, c'est une chouette personne. Et si Luvan était un fromage. Pour moi, ce serait un fromage raffiné, issu d'une région raffinée, mais en fait, non, une région assez lointaine, parce que je crois que tu vis pas en France. Ou en tout cas. J'ai pas compris. J'ai cru que tu disais. Oui, d'accord. Non. Voilà. Parce qu'à chaque fois que je la vois, c'est dans mon PC. On écrit effectivement. Des fois, elle m'envoie des messages sur Facebook. Hey, je suis sur un poney. Rejoins-moi. Et tout est véridique. Tout est véridique. Je suis sur le poney. Le poney, c'est un espace qu'on a inauguré. qu'on a inauguré de visioconférence en fait sur Jitsi. Et Jitsi, par défaut, nomme les salles de manière totalement tarabiscotée. Et donc la nôtre s'appelle Poney quelque chose. Poney aquatique rigide. Aquaponey.
rigide, je sais pas, quelque chose. Voilà, et donc pour simplifier, on se dit qu'on se rejoint sur le poney. Et on se retrouve, on fait du coworking à distance, en fait, tout simplement. C'est très agréable d'avoir ces cliquetis de clavier quand moi je travaille sur mes textes ou sur autre chose. Et donc elle est toujours en train de traduire, elle fait beaucoup de traductions. Et elle écrit aussi énormément des trucs très beaux, qui me paraissent très beaux. J'ai feuilleté Agrafa, j'ai feuilleté Susto. Elle m'a beaucoup parlé de Twist. Je le prononce bien? Twist? Ouais. Qui n'est pas un roman de fantasy, mais qui pourrait être présenté comme ça. Et elle allie la langue avec la poésie avec la prose. C'est le genre de personne qui, si jamais c'est le genre d'écrivaine, si jamais je pose mes yeux sur leur texte, je pourrais être fortement influencé par la beauté de la langue pour mes propres textes. C'est pour ça que je me retiens de lire ce qu'elle fait, pour pas que je me transforme en Luvan, en Luroc. Voilà. Alors moi, je vais te présenter Michael, je peux? Ou tu voulais y aller, Céline? Non, vas-y, présente Michael. Je présente Michael. Michael Rock a écrit 3 livres, peut-être plus. Il a écrit plus que 3 livres. J'en connais 3 et j'en ai lu 2. J'ai lu Moi, Peter Pan, qui est un livre assez incroyable en termes de densité d'écriture. Ouais, j'ai trouvé ça très, très beau. Qui est un petit texte. Et j'ai lu Terre Marron, qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, et où j'attendais Michael sur l'écriture, parce que je savais qu'il écrivait très bien, et où j'ai été en plus assez émerveillé, non même plus qu'assez, j'étais émerveillé par l'univers qu'il crée, qui est du coup un univers de cyberpunk caribéen, dans lequel... comment dire, qui est totalement présenté à la personne qui lit par le biais du langage. Voilà. Donc il y a 3 trucs qui se rencontrent à cet endroit-là et qui m'ont bluffé en fait. Voilà. C'est le côté, l'esthétique cyberpunk, tout à fait digéré et représenté dans un contexte que je ne connaissais pas ou que j'avais jamais vu comme ça. Donc qui est cette espèce de ville géante qui couvre tout l'arc des Antilles, qui s'appelle Lanville. Et le fait que ce soit une création qui soit présentée par une immersion complète par le langage et par la polyphonie, parce que les principaux personnages narrateurs ne parlent pas de la même façon. Et il y a toute une partie du livre qui est écrite avec du créole dedans et qui rend cette dimension très puissamment immersive. Voilà, j'ai trouvé que c'était... voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre. Et je n'en sais pas plus car je ne vais pas sur le poney de Michael. Tu t'es retrouvé un jour par accident par mon entremise sur le poney. Mais c'était très furtif. C'était un poney furtif. J'ignorais que j'étais alors sur le poney. Ouais. Tu voulais pas parler. On avait interdiction de parler. Ah voilà. J'ai déjà oublié, moi. Non, Moi, je vais présenter Léo. Léo Henry, auteur prolifique, quand même. Je n'ai pas tout lu non plus, mais enfin, quelques-uns. Donc, il est très polymorphe, en plus d'être prolifique et boulimique, et à la fois de lecture et d'écriture. C'est un petit peu, pour moi, un mystère. C'est un polygraphe. C'est vraiment quelqu'un qui écrit tout le temps, qui écrit tout petit, en plus, dans des carnets qui sont très épais, pour le coup. On se dit, oh, mon Dieu, mais il y a beaucoup de matière. Il est très érudit. On ne peut pas le coincer sur rien. J'ai essayé de temps en temps, je dois dire. Et alors, par exemple, sur Hildegarde, il est absolument imbattable. Donc voilà, il peut écrire un road movie complètement pété carré qui s'appelle Rouge Gueule de Bois, où on voit vraiment défiler le bitume. Il peut écrire cette somme sur Hildegarde qui est pleine de visions, de vraies visions enluminées, hein. Et
de dragons et de mystiques. Je l'ai lu jusqu'au bout. À un moment, j'ai failli caler parce qu'on parle de la Sainte Croix tout le temps. Et j'avoue que c'est un petit peu difficile pour moi, mais j'y suis arrivée grâce à Léo. Et puis, il a un grand sens de la ville aussi, de l'architecture. Et il fait vraiment voir les espaces, parcourir les rues. Ça, c'est assez frappant dans celui qui est sorti chez Rivage. C'est quoi le titre ? L'autre côté. L'autre côté. Et il est très élégant dans sa phrase aussi. Voilà, ça c'est très net. Il manipule le trivial et le poétique d'une façon assez classieuse. Je ne peux pas commencer toutes mes réponses par c'est compliqué. C'est une question qui m'embarrasse beaucoup. Non, Céline Minard, que dire sur Céline Minard tellement de choses. De Céline Minard, je peux pas, tu es à côté de moi en fait. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, je suis obligée de te parler. C'est très bizarre de dire Céline Minard. Et je t'ai découverte avec Faillir être flingué, qui est un western. On a été sélectionnés, enfin bref, peu importe, on s'en fout de cette histoire. Mais du coup, je t'ai découverte à travers ce texte qui m'a complètement soulevée comme une surfeuse. Je me suis retrouvée dans un territoire qui était à la fois très très connu, enfin qui me semblait connu et familier, et qui m'a malgré tout transportée ailleurs, hors de moi. C'est un western dans le genre, mais ce qui me frappe beaucoup dans les textes que j'ai lus de toi, c'est par rapport à moi, mon affect, c'est une écriture très précise, une façon d'utiliser les mots qui, pour moi, enfin, en gros, tu m'es très étrangère en écriture. C'est-à-dire que quand on écrit, c'est compliqué de ne pas, pour moi, de ne pas me projeter derrière la plume, de ne pas me dire comment je pourrais former ces phrases-là. Et certaines personnes, je peux imaginer que j'écrive certaines phrases de Léon Henry. Je peux m'imaginer que j'écris certaines phrases de Michael Rock, par exemple, et je ne peux pas me projeter derrière ta plume. Et à la fois, il y a une affinité chimique entre nos univers, c'est-à-dire que je n'arrive pas à me projeter, et à la fois, ça pourrait être moi dans une autre dimension. C'est-à-dire que je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on va puiser aux mêmes endroits, c'est-à-dire que je ne me sens pas en terre inconnue, mais c'est comme si j'étais chez moi, avec quelqu'un qui parlait une langue étrangère, qui était la mienne. Je ne sais pas comment dire. Et c'est par la précision, c'est-à-dire que moi, quand j'écris, j'ai l'impression que j'essaie de toucher, tout le monde, on essaie d'être au plus juste de ce qu'on essaie de faire imaginer, si on essaie de produire des images, par exemple. Et cette souffrance de l'écriture, qui est aussi un plaisir, c'est d'essayer d'arriver à exactement faire se créer la magie cérébrale, neurologique du récit ou de l'image par les mots. Et ma façon à moi, c'est, je sais pas, j'ai l'impression que je vais gratter dans quelque chose de très corporel, de très sensuel, de très dans l'impression ou l'émotion. Enfin, j'ai l'impression que c'est là que j'essaie d'aller gratter véritablement les gens. Et du coup, il y a une immédiateté qui peut être ressenti ou pas par le lecteur. Et il y en a beaucoup de gens qui me sont très proches ne supportent pas mon écriture ou ne comprennent rien. Parce qu'en fait, c'est juste soit ça se joint, soit pas. C'est-à-dire que soit ça correspond à quelque chose que la personne a expérimenté, soit pas, et ça rate complètement. Enfin, c'est très risqué aussi dans un certain sens. Et Céline, à la fois, il y a ce moment où je suis immensément touchée, genre complètement bouleversée, et qui me demande un effort de transformation. C'est-à-dire que pour mon cerveau à moi, l'écriture est hyper forte, très puissante. C'est comme
une fiole de sens où chaque mot est véritablement, je sais pas comment dire, c'est d'une précision qui s'embarrasse pas de. Enfin, moi, j'essaie toujours de faire un pas de côté pour arriver vraiment à ce que j'essaie d'exprimer. Et moi, je suis obligée, quand je te lis, de faire une alchimie pour réussir à transformer ça. Et là, quand ça marche, ça me fait une espèce de fulgurance, un petit peu comme le petit. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de faire, une métaphore, ce que tu fais aussi, mais d'une façon. Enfin, moi, j'ai l'impression que quand je te capte, ça me fait ce petit pétillement du bonbon pétillant qu'on avait quand on était gamin, qui à la fin, tu as un truc. Et c'est. Moi, je vous conseille de lire 3 fois Céline Ménard si vous avez ma façon de lire. Et je serais curieuse de connaître les expériences de lecture de personnes chez qui ça. Enfin, je sais pas. Enfin, je suis toujours étonnée quand je lis, par exemple, les comptes rendus de Le Grand Jeu, qui m'a complètement. Le Grand Jeu, il m'a glacé de l'intérieur. Enfin, il m'a glacé. Enfin, mais dans le bon sens, je sais pas comment dire. C'est un espèce de bain. Et j'ai lu des comptes rendus de lecture. Certains dithyrambiques, et puis des gens qui étaient passés à côté. J'ai pas compris la façon dont ils étaient passés à côté. C'est-à-dire que pour moi, ton écriture, c'est une écriture de l'alchimie, une écriture de la science de l'écriture que je peux pas, que je sais que je pourrais jamais atteindre. Donc je suis dans une sorte d'émerveillement devant ton écriture qui, je peux même pas dire que tu es ma maîtresse en écriture parce que je sais que je pourrais pas t'imiter du tout. Je suis un peu comme mes amis musiciens, je suis nulle en musique, je chante super mal. Mais je m'agenouille devant les musiciens, je trouve ça. Je comprends pas et ça me touche et j'arrive pas à expliquer. Enfin, je peux expliquer techniquement, je sais très bien que le mi donne. C'est ça, c'est le mi qui est un petit peu mélancolique. Voilà, je sais pas. Enfin, il y a une note, je sais qu'il y a des accords qui sont un peu. Et voilà, mais moi, j'ai essayé de ne pas avoir trop de pétillement dans les yeux, mais j'adule Céline Minard. Et, je vous conseille de lire absolument tout Céline Minard. D'ailleurs, très prolifique aussi. Ouais. Ouais. On va comparer combien. Ah oui, c'est ça. Il faut faire une projection. Moi, je propose un rebond de la table ronde et de lire. Je peux ou Vas-y. Ouais. Parce que du coup, si vous n'avez jamais lu de Céline Minard, comme ça, moi, je vais lire un peu de Céline Minard pour qu'on... Et je ne sais pas si c'était clair ce qu'a dit Luvan, moi j'ai trouvé ça absolument limpide. Donc c'est un extrait de Plasma, et du chapitre qui s'appelle Tar Pits ou Tar Pits. La bulle se formait lentement à la surface du lac, lourde de tous les remous qu'il a laissé passer au travers d'obstacles millénaires enfin liquéfiés. Souple, épaisse comme une peau, grasse comme une plante, elle gonflait au milieu de la flaque sans fond qui cachait son jeu sous 2 doigts d'eau claire. Le méthane distendait ses parois avec le savoir-faire d'un maître verrier. D'une cloque, il faisait un dôme, une géométrie irréprochable enrobée d'une substance chatoyante. Il l'a chauffée et l'a portée au seuil de la perfection de sa forme, au point où elle aurait pu se refermer sur elle-même, former une sphère complète et s'émanciper de la matière qu'il avait vue naître. Mais la bulle éclatait toujours avant de décoller du plan. Ceux qui s'étaient noyés dans ce lac durant leurs longues heures d'agonie avaient eu le temps de se laisser distraire par le spectacle renouvelé de ces bourgeons d'asphalte gonflés de gaz. L'apparition, l'élaboration, la tension progressive des tissus, le soulèvement, le désir d'évasion, l'élan, l'explosion avaient dû être une vision réconfortante pour ces corps pris, promis à une attente insupportable. Les rapaces particulièrement, agrippés aux flancs et au dos de leur proie, juchés sur leur crâne, les serres plantées puis collées par la gilsonite aux orbites sanglantes, avaient dû jouir de tous les détails. Observer, encore et encore, la vitesse absolue de la disparition des bulles. Ils avaient pu les regarder une par une, ou toutes à la fois, comme un tapis d'éclosion avortée, directement ouverte sur le néant. C'est les bruitages de Léo Henry. Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Je sais que c'est pas évident, mais c'était très bien. Et personnellement, j'ai reconnu dans chaque portrait. Voilà.
j'aimerais bien revenir, si vous voulez, sur un peu la question de départ, qui était donc tous les quatre à votre manière. Vous n'hésitez pas, et vous même voire peut-être rechercher à briser les codes de la narration, du genre. Célimina, par exemple, écrit du western. Ça ressemble à du western, mais en même temps, c'est voilà. De l'anticipation, un lecteur d'anticipation qui aurait lu, je sais pas, Fondation va comment dire, arriver en terre inconnue, même s'il y a bien sûr des références, enfin, voilà, ce genre de choses. Et je veux peut-être pas détailler pour tous, mais voilà, il y a une impression dans la lecture que déjà c'est des textes qui se, enfin, je sais pas si on peut dire qui se méritent, mais qui se gagnent, en fait, où il faut se laisser gagner par eux. Là, je dis c'est vraiment ça pour tous les quatre. Et donc, j'aurais deux questions par rapport à ça. D'une part, quel sens ça a pour vous? Alors, ça va peut-être paraître un peu vague comme question, mais pour un peu expliciter, je pensais par exemple à tout ce qui est l'oulipo dans la tradition littéraire et les jeux de langage. Voilà. Quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup Raymond Queneau. Je trouvais ça très chouette, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a quelque chose de différent, et il y a quelque chose de peut-être plus formel dans les exercices type Oulipo, où on se donne des contraintes comme ça et on voit ce que ça donne. Alors, il y a peut-être un côté un peu expérimental, voilà, mais très formel. Et donc, voilà, je me demandais, ça fait un peu une double question. Est-ce que vous mettez des contraintes formelles? Quel sens ça a pour vous l'expérimentation? Et puis, est-ce que vous visez quelque chose à travers ça? Et la deuxième question, mais peut-être déjà répondre à la première, mais c'est la question de la réception, parce que ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure. Il y a la question de l'adresse du lecteur ou de la lectrice, et par exemple, tout à l'heure, je ne sais plus si c'était toi, Mickaël, ou Luvan disait bon, ça c'est impubliable, ou voilà. Et qu'est-ce qu'on projette au potentiel lecteur ou lectrice, justement quand on est dans des écritures un peu expérimentales. Moi, j'ai plein de réponses. Je réponds très brièvement à la deuxième question. Moi, je crois que je me suis finalement mis à un endroit éditorial où cette question se pose assez peu, en fait. C'est-à-dire que je suis reconnu, en tout cas dans certains endroits, comme étant un auteur qui fait des trucs illisibles, et donc du coup, et avec des éditeurs qui sont capables de me suivre sur ces trucs-là. Donc mes bouquins illisibles, je sais à peu près, voilà, où les mettre. Donc ça, de ce côté-là, je suis relativement soulagé. Je fais pas que des livres illisibles, hein, mais j'aime bien. Et, et l'autre truc sur les contraintes, pour moi, c'est alors sur l'Oulipo. Je soupçonne que pour moi, les deux grands auteurs de l'Oulipo, c'est les deux que j'aime, c'est Pérec et Calvino, et qui sont des gens qui ont utilisé les contraintes de l'Oulipo pour faire leur littérature en réalité, parce qu'ils avaient par ailleurs des choses à raconter. Donc c'est moins l'exercice formel. Comment dire, ça leur a donné la possibilité de réaliser leurs œuvres, je crois. Et moi, j'ai l'impression que j'utilise la contrainte de la même façon, c'est-à-dire que, et même avec un truc plus consciemment politique, c'est-à-dire que je crois qu'on est contraint par beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, et que le fait de choisir soi-même les règles du jeu qu'on va suivre, c'est une forme d'émancipation en réalité, c'est-à-dire de ne pas nier le fait qu'on est contraint, mais au contraire de dessiner soi-même les contours de la boîte, et ensuite dans ces contours qu'on s'est fixés soi-même, donc ce qui est quand même un luxe qu'on n'a pas en règle générale avec les contraintes, de pouvoir en décider soi-même, d'aller aussi loin qu'on veut. Donc pour moi, c'est vraiment un outil, c'est pas un objectif en soi, mais c'est vraiment un outil. Et enfin, j'utilise les contraintes comme une technique d'organisation, parce que je me contrains à écrire.
et que ça, c'est aussi une façon d'organiser un truc qui m'intéresse de plus en plus. Donc, ce que je disais, j'écris avec mes enfants, qui est comment articuler ce travail d'écriture avec ma vie. Et donc avec le temps long, donc c'est sur des projets comme ce feuilleton que je fais avec mes enfants pour jusqu'à ce qu'ils quittent la maison, ou les nouvelles par email, qui est un projet que j'ai mené, auquel je viens à bout, mais que j'ai mené pendant 10 ans, et de voir dans quelle mesure le temps long et la contrainte temporelle jouent sur ce que je fais, et réciproquement. Si je peux ajouter, répondre peut-être, la contrainte, moi je déteste ça, vraiment. Mais effectivement, je suis d'accord avec Léo, on est déjà très contraint, le langage est contraignant, la syntaxe l'est. Donc oui, moi j'aurais tendance à bousculer quelques règles syntaxiques, évidemment les canons, même si je m'en sers et que c'est mon terreau, parce que c'est un terreau commun, ce sont des lieux communs, dans le bon sens du terme, qu'on peut réinvestir, c'est-à-dire faire bouger de l'intérieur et peut-être faire craquer un petit peu aux entournures. Et on travaille, quand on travaille le langage, on est déjà hyper formé, donc hyper contraint d'une certaine façon, et aussi hyper libre, parce que c'est proportionnel. Donc, moi, je ne me mets aucune contrainte, jamais. C'est pas ça la question. Comme je ne m'occupe jamais du genre, en fait, du genre littéraire, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais en revanche, peut-être la dimension expérimentale dans l'écriture, c'est de faire se rencontrer des lieux, des époques, des matières qui ne tiendraient pas ensemble et qu'on va faire tenir ensemble, qu'on va essayer de faire tenir ensemble. Et je pars toujours d'un faisceau de rencontres, pas forcément évidentes, et qui font... Ça fait une boule, hein, ça fait une boule à chaque fois, voilà, c'est comme ça, puis ça fait avec de la vapeur autour plutôt, parce que au début, je ne sais pas trop. Mais j'ai le livre quand j'ai la sensation que ça va tenir en l'air, et que c'est complet, et que ça commence à effervescer partout. C'est chimique. Et effectivement, c'est comme la langue, il n'y a pas de séparation fond-forme. Quand j'ai le rythme, j'ai le sens. Hein. Et c'est rarement le même. Ouais, je dirais tout pareil. Tout pareil, et les oulipo, les exercices contraignants, juste stylistiques, typographiques, à la limite, ça m'intéresse pas. C'est vraiment des choses que j'aime pas faire, que j'aime pas lire non plus. Mais par contre, voilà, le jeu du mot et du verbe, du rythme, du sens, le tout lié, c'est ce que je vais chercher dans mes textes. C'est ce que je conseille aussi aux écrivains et écrivaines qui sont sur le point d'accéder à la primo-édition. C'est d'aller chercher ce que j'appelle des associations heureuses, c'est-à-dire des images avec des mots qui ne sont pas en cohérence d'ordinaire plutôt. Et ça, j'ai l'impression que Céline le fait mais extrêmement bien aussi. J'ai l'impression que je vais kiffer lire ton bouquin. Et moi, je vais kiffer lire le tien. Je vais en lire un petit bout tout à l'heure. Il y a trop de fleurs sur cette table. Ouais, en termes de contraintes, en fait, par rapport... moi, j'ai plutôt une impression de très, très grande liberté dans mon travail. Quand je me compare avec mes amis dans le cinéma ou dans la radio, d'ailleurs, je fais aussi de la radio, et ça, c'est un autre, je peux comparer aussi, ou les designers et designeuses, et mes amis qui travaillent dans le théâtre, ou... l'écriture, c'est la liberté absolue. Certes, il y a la contrainte du langage, mais je veux dire, en termes de production, c'est hyper cheap. Enfin,
quand un réalisateur ou une réalisatrice a une vision, entre le moment où l'idée pointe et puis le moment, le parcours du combattant que c'est d'avoir des sous, des productions, ensuite d'avoir une diffusion, c'est incomparable. Et en plus, moi, j'ai la chance d'avoir des éditeurs. J'estime que je suis une artiste comblée et libre, quoi. Je m'estime libre. J'habite dans un pays où, pour le moment, je peux publier ce que je publie et je peux exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Je me sens libre. C'est vraiment le sentiment que j'ai principalement par rapport aux autres artistes. Contraintes, par contre, mes contraintes, et qui se voient dans mes écrits, quand on les connaît, c'est j'attends d'avoir des sous pour écrire. En fait, j'attends d'avoir des sous pour avoir du temps pour écrire, du temps mental, en me disant que j'ai pas besoin de chercher des sous ailleurs parce que j'ai une bourse ou j'ai une résidence, etc. Et du coup, Sousto, par exemple, je l'écris en 2 fois parce que ma résidence de 2 mois c'est terminé et j'ai attendu à peu près 1 an et demi avant d'avoir le temps mental, parce que là j'ai pas eu de sous pour le finir, mais j'ai eu le temps mental d'aller dans une résidence qui n'était pas payée mais qui était gratuite pour le terminer. Donc en fait, quand on lit Sousto, il y a 2 grosses parties et c'est véritablement 2 grosses parties. C'est-à-dire que j'ai terminé la première partie, j'avais plus de sous et j'ai attendu d'avoir des sous pour écrire la fin. Et ça se voit dans le bouquin, c'est-à-dire quand on le sait, on sait que là, il s'est passé 1 an et demi. Donc ça, c'est une contrainte qui a donné quelque chose d'assez heureux, finalement, parce que l'histoire s'est construite de cette façon-là, parce qu'il y a eu cette interruption. Donc je ne dis pas que c'est génial de ne plus avoir de sous à certains moments, mais c'est une contrainte. Donc ça, c'en est une, véritablement. Après, c'est parce que c'est moi qui décide de la mettre là. Hein. Peut-être que si j'avais pas... j'ai pas une tranquillité d'esprit quand j'ai pas... je m'estime pas pauvre du tout. C'est relatif, quoi. J'ai l'impression que là, il faut que je gagne plus de sous à un moment, donc je vais interrompre cette activité. Et par rapport à la technique, j'ai l'impression que je suis de plus en plus libre à mesure que j'avance dans ma technicité d'écriture. C'est difficile à juger, mais par exemple, quand je fais de la radio ou du montage audio, je m'améliore, mais j'ai la sensation, lorsque je fais du montage, que mes choix artistiques sont guidés par ma maîtrise du logiciel. Très clairement, je ne fais pas ce que je veux. C'est pas j'ai une idée en tête et magiquement je demande à Reaper de le faire pour moi. C'est tiens, je vais pas faire de reverb parce que je n'arrive pas à le faire correctement sur Reaper et donc ça va donner, je vais copier-coller puis ça va donner un truc. Et là, j'ai l'impression d'être contrainte et c'est assez heureux. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai cette contrainte-là, je vais bricoler un son qui sera différent, mais parce que j'ai pas d'idée en tête. C'est-à-dire que ce serait une véritable souffrance si j'avais envie d'obtenir quelque chose en particulier, parce que, à part traîner sur des forums pendant 3 semaines, voilà. Donc ça, avec cet objet-là, cet outil-là qui est le son, là, je subis les contraintes. Quand je fais des performances, c'est pareil. La contrainte, c'est ma voix, elle porte pas du tout. Donc, par exemple, la contrainte, c'est que j'ai essayé de faire d'alterner ou de faire de la voix nue, ça marche pas, j'y arrive pas. Donc ça, c'est une contrainte. Et non, moi, j'ai de la chance, quoi. Écrivez, quoi. C'est incroyable. Et après, bon, il y a l'édition. On pourra l'accès à l'édition, etc. Ça, c'est encore autre chose. J'ai de la chance d'avoir 2 éditeurs qui... c'est les mêmes en plus, presque. On en a 2 en commun qui me laissent. Et puis pareil, en termes de contraintes physiques, la Volt, c'est génial. Je sais pas, je leur demande, tiens, est-ce qu'on peut avoir un rabat comme ça? Ils disent oui. Tiens, est-ce qu'on peut avoir des pages noires? Ils disent oui. Tiens, est-ce qu'on peut mettre mon écriture et puis faire un script avec mon écriture? Ils disent oui. Est-ce qu'on peut barrer, faire des trucs? Ils disent oui. Moi, j'ai une sensation d'extrême liberté. C'est vraiment ça que... Surtout quand je compare justement avec d'autres artistes, quoi. Et l'adresse. C'était ça, la deuxième partie de la question. C'était quoi exactement? La réception et tout ça, ouais. Ah oui. Est-ce que je me projette? Vous avez répondu à ça? C'est pas grave, si on répond pas à une question, c'est aussi peut-être qu'elle est pas pertinente. Non, c'est pas ça. Je suis en train de me dire est-ce que je dois rajouter un truc sur... Va avec le flow.
Suis le flow. Suivre le flow, c'est être la dernière à parler. Donc, je sais pas. J'ai besoin de réfléchir à cette question parce que je sais pas si je me projette dans la réception ou pas. Parce que justement, mes deux éditeurs, ont aussi bien La Volte que Dystopia, ont leur prennent, mais enfin savent qu'ils peuvent défendre mes romans, donc c'est peut-être pas la même chose que si j'essayais moi-même de me publier en me disant tiens, ça va être dans cette cible. J'ai des amis qui publient sur de la romance directement sur Amazon. Et elle se pose beaucoup ces questions, quelle cible, c'est très marketing et c'est hyper savant comme gymnastique. Et je suis totalement admirative de leur... et ça fait partie de l'écriture, du coup, probablement, c'est une sorte de contrainte qu'elle se donne, et c'est super. Et moi, c'est pas... Comme j'ai pas accès à cette partie-là, à cette partie lien entre mon objet et puis j'ai proposé j'ai proposé des projets à Dystopia qui les a refusés. Je sais que quand ils le prennent, ça veut dire qu'ils savent exactement à qui ils vont s'adresser. Peut-être qu'ils se plantent, je sais pas, mais du coup, ouais, j'ai le luxe de pas trop m'inquiéter. En fait, je sais que s'ils le prennent, c'est qu'ils veulent le défendre. On peut lire un petit passage d'Agrafa. Je sais même pas si c'est un chapitre, mais je vais même pas lire le titre du chapitre parce que je sais pas si c'est un chapitre. Cette confessio est longue, mais il est des res qu'on ne peut écrire. Agrafa. D'autres dont il faut parler, et aucune de ces deux res ne s'explique l'une sans l'autre. En vérité, je ne parle pas de moi. Je ne cherche pas le pardon pour moi. Je ne suis qu'une abeille parmi l'infinité d'autres abeilles, malades de peur et battant des ailes pour accéder au ciel. En vérité, je ne parle pas de moi. Je parle de nous et des temps futurs. Si vous m'écoutez, c'est la chanson de tout le monde, in omnes, comme dans Amor in omnes, que vous entendez. Et si vous mimez votre propre histoire, alors pensez à moi aussi, car il y aura toujours un verra et l'effroi de ce qui demeure derrière. Car nous sommes toujours après une bataille et avant une autre. Nous marchons entre les ruines passées et bâtissons les ruines futures. Ouais, mais ça dit les choses, quoi. Merci. Merci beaucoup. Après, j'avais des petites questions peut-être un peu plus individuelles. Donc, dans le projet qui est actuellement en crowdfunding, c'est Twist qu'on dit du coup. J'adore. En fait, j'arrive pas à le prononcer. C'est un mot suédois qui veut dire chute. Et en fait, alors je sais pas s'il y a des suédophones dans cette salle. Il y en a. En fait, le Y se prononce. C'est un son entre le I et le U que les Français sont super nuls à prononcer, dont moi. Donc un coup sur 2 j'y arrive. Non, un coup sur 10 j'y arrive. Un truc comme Tust. Pas convaincant. Mais ouais. On va garder cette prise. En fait, je peux faire une question un peu plus générale, mais il y avait la question du fait que dans le... Donc c'est un... Comme l'a présenté Michael, c'est un roman de fantasy assez particulier. Moi, je l'ai pas encore lu. J'attends la version... j'attends bien la version... il n'est pas encore paru. Mais il y a donc un jeu de rôle à l'intérieur. Et donc, la question, c'est comment tu as appréhendé du coup cette introduction du JDR dans ton univers. Est-ce que
est-ce que c'est est-ce que tu joues au jeu de rôle? Voilà, qu'est-ce que ça apporte pour toi le jeu de rôle dans ton écriture? Oui, je joue beaucoup. Enfin, je me suis mis, je suis une joueuse de jeux de rôle old school qui a joué avec les jeux des années 90. Et puis après, j'ai arrêté. Et j'ai repris beaucoup sur Discord pendant le premier confinement. Et ça continue. Maintenant, j'ai plein de tables virtuelles super chouettes. J'ai redécouvert le jeu de rôle avec l'avènement des jeux collaboratifs en narration partagée, etc. Et en fait, je me suis aperçue que si j'ai arrêté le jeu de rôle à une époque, c'était certes par manque de temps, mais aussi par manque de motivation, parce que finalement, c'est un peu plan-plan, et avec cette idée d'un maître du jeu, et qui est un petit peu le dieu de l'univers, et on a le droit d'explorer à gauche, mais pas à droite, parce que il ou elle n'a pas préparé le plan. et du coup, là, d'un seul coup, je découvrais un autre univers, avec des jeux indés que je trouve fascinants, et puis voilà, ça m'a complètement enrichi, y compris humainement, j'ai adoré. Et puis... j'ai redécouvert aussi à ce moment, à peu près au même moment, la fanfiction, et à quel point c'était super bien. Et j'ai passé des heures sur Archive of Our Own, qui regorge d'histoires plus ou moins terminées. C'est ça que j'adore aussi, parce que la fanfiction, des gens se mettent soit à plusieurs à écrire une romance improbable entre deux personnages d'une série, et puis parfois ça s'arrête parce que la personne elle a autre chose à faire, elle a un enfant, il a un travail, mais c'est chouette, j'aime bien tous ces bouts et toutes ces bribes qui prolongent les fictions. Et en fait, quand j'ai écrit Tuste, vraiment parce que je voulais écrire de la fantasy, parce que j'ai copié Léo qui venait d'en écrire et qu'il m'a envoyé pendant ma convalescence son bouquin, et que c'est le premier bouquin que j'ai relu, que j'ai réussi à relire avec beaucoup de problèmes, mais néanmoins à relire. Et je me suis dit, tiens, je vais répondre à la même question, c'est quoi la fantasy pour moi? Et voilà, je me suis mise à écrire ce bouquin, pas dans l'idée de le publier. Là, pour le coup, vraiment, c'était pour aller mieux moi, quoi. C'était vraiment un truc de soin, d'auto-soin. Et puis, quand il s'est avéré que ça allait être publié, parce que juste Dystopia l'a adoré. Enfin, non, pardon, Xavier Vernet, c'est son projet solo, ça s'appelle Scylla, a adoré et voulait absolument le faire. Et là, je me suis dit, mais on va tout mettre, c'est quoi la fantasy? Pour moi, c'est pas qu'un bouquin, c'est les récits qui sont autour, c'est les illustrations, et du coup voilà, il y a une playlist. J'ai trop eu envie qu'il y ait un petit jeu de rôle, donc j'ai confié à Melville, une créatrice de jeux de rôle super, que j'ai rencontrée sur une table des chevaliers de la table sombre, je sais plus comment, flûte, zut, bon. C'est une adaptation d'un jeu de rôle qui se joue dans l'univers de Neil Gaiman. Et j'ai vraiment kiffé. Et je lui ai confié, je lui ai demandé, tiens, est-ce que tu veux lire ce bouquin? Et si ça t'inspire, est-ce que tu voudrais produire un jeu de rôle? Et ce que j'ai adoré, c'est que d'office, moi je pensais jeu de rôle fantasy, voilà, on est une équipe d'aventurières et on se balade d'un monde à l'autre, parce que y a des histoires de mondes parallèles. Et puis en fait, non, elle m'a proposé un jeu de rôle solo, ça s'est beaucoup développé pendant le confinement, et c'est juste génial. En fait, c'est comme des jeux d'écriture en réalité, très souvent, ou alors audio, enfin il y a plein de modalités. Et du coup, ça servait ce jeu de rôle permettait de permettre aux lecteuristes de s'aventurer dans l'univers que j'avais posé, qui est c'est un tout petit bouquin pour de la fantasy, justement de faire leur propre découverte, produire leur propre monde à partir du même procédé. Et c'est génial, et du coup ça m'a fait réfléchir aussi le fait qu'elle me propose ça, parce qu'elle a dit en fait finalement c'est très solitaire la quête, c'est un livre très solitaire, et je l'avais pas conçu comme ça. Et effectivement c'était moi contre ma maladie, donc du coup c'était effectivement quelque chose de très solitaire, et du coup c'est juste magique ce que ça a produit, quoi. Le fait qu'elle mette ses yeux dedans, qu'elle propose une façon de s'approprier cet univers-là qui peut faire table rase complètement de ce que j'écris dans le bouquin. Et voilà. Et donc en plus ça permet d'avoir des petites à la place des dés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment il y a une pour les vieilles d'entre nous. Les livres dont vous êtes le héros, il y avait des dés pour ceux qui, quand on était en voyage et qu'on n'avait pas de dés, il y avait des petits dés dessinés en bas des pages. Donc là, c'est pareil, il y aura des petits symboles et tout, on pourra tourner les pages. Il y a des cartes, bien sûr. Fantasy, c'est des cartes, donc il y aura 2 cartes qu'on pourra déplier et tout. Une playlist, voilà. Des illustrations de Stéphane Perger, les cartes de Arnaud Magnac. Et voilà. Et parce que pour moi, la fantasy, ça échappe,
ça explose, ça prolonge. Enfin, la fantasy, c'est pas qu'un bouquin, c'est les cosplays, c'est tout ce qu'il y a autour en fait. C'est ça que je trouve génial dans cet univers-là. Et voilà. C'était ça ta question? Alors une question, enfin quelque chose qui m'a, comment dire, que j'ai noté, c'est donc Céline qui dit le genre, enfin je m'en fiche. Donc en tant que lecteur, quand on lit ces différents livres, on a l'impression qu'elle a voulu, enfin comment dire, du coup de l'extérieur en fait, de manière très illusoire, parfois qu'elle a voulu prendre, bon bah là je vais prendre le western, je vais le dynamiter, je vais prendre l'anticipation, l'histoire de fin du monde, je vais en faire toute autre chose. Donc visiblement il n'y a pas de cette volonté particulière, mais ma question est, pouvez tous rebondir, enfin ce qui du coup m'amuse, enfin c'est que du coup Léo a lui écrit une trilogie qui s'appelle la trilogie des mauvais genres, où il y a donc un roman fantastique d'horreur Lovecraftien urbain, on va dire, un roman de casse spatial et un peu comment dire avec du sense of wonder, pour utiliser cette expression, voilà, mais très science-fiction, quoi. Et puis une fantaisie qui, là encore, va brouiller les codes de la fantaisie. La Panse, le casse du continuum, voilà. Et Tessel. Oui. Donc du coup, à partir de là, la question que je pourrais poser éventuellement à tous les quatre, c'est d'une part, quand vous écrivez, est-ce que vous avez l'impression de vous situé par rapport à une tradition littéraire que vous avez intégrée, aussi par Michael. C'est un roman cyberpunk, mais caribéen, donc il y a énormément d'influences aussi, je pense, qui viennent aussi des sciences humaines, on avait évoqué Édouard Glissant aussi vendredi. Donc voilà, comment est-ce que vous appréhendez ce rapport à la tradition? Est-ce qu'il y a des sources autres que la littérature qui viennent alimenter votre pratique? Et et ma dernière question dans la question, c'était est-ce que vous avez l'impression d'écrire des mauvais genres, voilà. Enfin Non mais moi, j'espère que j'écris des bons livres plutôt que des mauvais genres. Je répète, ça ne m'intéresse pas. Le seul truc qui m'intéresse, c'est la littérature. Et la littérature, il y en a dans tous les genres, pas beaucoup forcément. Mais on entend souvent les classements ou les classifications comme littérature, sous-littérature, sur-littérature, moyenne littérature. Enfin, vous voyez, le polar, la SF, c'est de la sous-littérature. La blanche, c'est de la littérature. On sait qu'il y a des très mauvais romans dans la blanche, des très mauvaises nouvelles, et qu'il y a des très bons romans dans la SF, dans le polar, et voilà. Donc le genre, ça ne définit pas ce qui fait littérature. En revanche, qu'est-ce qui fait littérature? C'est très difficile de le définir, parce que c'est quelque chose qu'on sait quand on lit, si c'en est ou si c'en est pas, hein, c'est comme le Canada Dry, et on sent tout de suite. Non, il n'y en a pas là. On dirait tout ça, mais non, il ne se passe rien, ça fait rien physiquement, ça fait rien mentalement, ça fait rien dans la tête, ça fait rien dans le corps, bon voilà, c'en est pas. Mais qu'est-ce qui fait? Je ne sais pas, c'est un état de langue en fait qui fait ça. Pour moi, c'est vraiment, c'est assez immédiat hein, quand on ouvre un livre et qu'il se passe quelque chose. Donc j'ai beaucoup de mal à le définir ou à le cerner même, mais je sais très bien quand ça se passe, à la fois quand je lis et quand j'écris. Et je ne me situe pas. J'ai toujours lu n'importe quoi, y compris des modes d'emploi, et j'écris n'importe quoi du mieux que je peux. Et je ne suis pas la seule, je vais lire.
Non, mais je crois que tu es une masterclass, Céline, de toute manière. Non, c'est évident que... Comment je vais prendre ça? Je parle de mon bouquin. Dans le bouquin, je parle du tout monde d'Édouard Glissant. Le tout monde, c'est cette rencontre, comment on fait monde avec les autres. Cette rencontre, cette créolisation. On a entendu parler ça durant toute cette campagne présidentielle, un peu de manière maladroite, mais la créolisation, c'est la rencontre de plusieurs cultures de manière brutale, accélérée, parfois extrêmement violente. L'esclavage, par exemple, c'est une créolisation du monde. C'est pas forcément positif. Mais à partir du moment où tout se rencontre, ça nous donne quelque chose de totalement hybridé, totalement nouveau, totalement imprévisible. C'est ça l'essence de la créolisation. J'avais un ami, je lui avais demandé c'est quoi la créolisation à l'époque où je savais pas encore trop ce que c'était. Il me dit la créolisation, tu vois, c'est quand tu me dis serre-moi un verre, que je te sers de l'eau et tu me dis stop. Et la créolisation, c'est les quelques gouttes qui sont versées juste après ce stop. C'est de l'imprévisible en mouvement, en constante perduration et en constant changement aussi. Et donc le texte, la littérature, ça va être ça aussi de plus en plus, si on veut atteindre la toute littérature, si je peux oser ça, ça va être une hybridation totale des genres. Terre marron, roman cyberpunk, oui, non aussi. C'est parce que c'est un roman d'idées aussi. Juste un roman fantasy, non, oui aussi, non. Parce que du coup, voilà, ça mélange tout ça et on se retrouve avec des ovnis qui sont en travers des genres et qui brouillent les frontières et tout ça. Et bref, vous m'avez compris. Je peux en lire un bout de Terre marron? Aïe. Je racle ma gorge dans l'alourdie de la pièce. Accouche, Pat. Ils sont venus pour toi, les tétrales de secter l'enville, les pères restants des familles ancestrales. Ils sont là à t'attendre, toi et ta pogne, toi et ton boudin, dans le nuage bleu de la fosse, et tu sais quoi leur dire, bon Dieu, pour réveiller leur rage enfouie dans l'ébène de leur squelette, pour qu'ils se lèvent avec toi et te suivent jusqu'au bout du tout monde. Accouche. Ils ont le nez large, considérez les cales esclavagistes, les cheveux tressés, considérez la pluie d'Afrique. Ils savent d'où ils viennent, Bolom Tala, de quel bois dur ils sont faits. Du bois flotté dans les années de misère, technologiqué par les étoiles écrasantes de l'Enville, du bois ridé par la course effrénée de l'Enville. L'Enville considérez la mer qui monte plis en plis, l'Enville qui avale, qui laisse dans sa robe que des cadavres dans les sargasses, l'Enville qui laisse rien d'autre qu'une poussière de rouille à ceux qui survivent ici-bas, l'Enville qui n'attend pas, qui n'a pas attend si on rétébeille douvent. Accouche, arrête de cabécher. Tu sais quoi leur dire quand leur pénombre est rassurante et les lumières en paix. C'est pas la chaleur de Godissa qui délie les langues, c'est le Tifé, c'est la Sainte Zèbe. Accouche, t'es chez toi, Pat. Sauf quand Fouta rompt le pitac. Ça sonne, hein? Yes, surtout avec ton accent. Ça rapporte à la créolisation encore. C'est ouf. Évidemment. Ouais. Moi, je crois que j'ai un rapport au genre qui est pas tout à fait pareil, mais parce que je pense que j'intègre peut-être plus volontiers les contraintes extérieures. Enfin, disons que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, en fait. C'est que je suis totalement par hasard, j'ai fait mon nid dans la SFFF. Non pas exactement totalement par hasard, mais quand même, il y a une bonne part de hasard qui fait que c'est là que j'ai commencé. Du coup, c'est là que je me suis installé, c'est là que je me suis senti bien. Et du coup, ça pose plein de questions. C'est-à-dire que pendant des années, les gens m'expliquaient que je faisais pas vraiment, que j'étais pas vraiment un vrai auteur du genre. En fait, cette délimitation, les délimitations matérielles du champ de production de la littérature en France m'intéressent, en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai autant d'éditeurs différents. Et c'est aussi parce que aller travailler avec d'autres éditeurs et d'autres attentes des gens avec qui je travaille et d'autres suppositions de ce qu'attend le lectorat m'intéressent.
Et donc, du coup, j'assume assez volontiers. En fait, disons qu'en tout cas, j'ai fait les 3 bouquins que j'ai fait chez Folio SF. C'était vraiment l'idée d'essayer le plus sérieusement possible de faire un livre qui correspond à ce que je crois être donc la science-fiction avec vaisseaux spatiaux et robots, le fantastique Lovecraftien horrifique et la fantasy avec princesses et dragons et destins sublimes. Avec, du coup, en allant à cet endroit, pas tant dans l'idée de subvertir ça que juste de me poser la question honnêtement de ce que ça me faisait en fait, de ce que de comment je pouvais être à cet endroit sérieusement et y être à l'aise et m'y reconnaître. Je crois que j'avais un truc beaucoup plus intelligent à dire avant de prendre le micro, alors je vais le poser. Je trouvais ça super clever. Non, je sais pas, c'était clair et non. Ouais, moi, en fait, il se trouve que j'ai été, c'est comme tu dis, sur ce milieu de la science-fiction et fantasy m'a accueilli. En fait, c'est là où j'ai fait mes armes à l'Oxymore. C'était une petite maison d'édition indépendante située à Montpellier, qui publiait des anthologies un petit peu à la anglo-saxonne, quoi, des anthologies thématiques avec des appels à texte. Ils lisaient absolument tout le monde et il y a un certain nombre de personnes de ma génération on a commencé là. Toi, tu as été publié là, mais tu as peut-être été publié ailleurs, il y avait peut-être d'autres. Donc en fait, ils faisaient vraiment un travail de, voilà, on a une revue, on va vraiment lire tout le monde. Et c'était chouette. Et en fait, j'avais déjà essayé d'envoyer des publications un peu par-ci par-là, et en fait, sans jamais aucune réponse. Et il se trouve que c'est un monde. Il y a aussi un fandom, il y a aussi vous êtes là aujourd'hui. Enfin, il y a des gens qui sont intéressés par ça. Il y a aussi des occasions où on peut aussi se rencontrer de façon, je sais pas, détendue et normale. Moi, je fais pas beaucoup de salons, mais je me rappelle. C'était évident entre le salon du livre à Montpellier puis les intergalactiques ici. J'étais pas à Montpellier, c'était juste, on était complètement séparés des gens. Enfin, ici, on peut se voir au bar, on parle. Enfin, il y a plein d'idées que je pique aussi aux gens. Enfin, je me fais totalement inspirer par les gens que je rencontre qui s'excusent d'être uniquement lecteurs alors qu'en fait on n'est jamais uniquement lecteur. Enfin, on produit toujours quelque chose du rêve, enfin, de toute façon on est tous producteurs d'une façon ou d'une autre. Je sais pas, j'adore ce milieu-là. Enfin, moi je me sens bien là, je me sens bien. Ça m'est arrivé aussi pareil d'aller en signature dans une littérature où il y avait des auteurs de général et c'était beaucoup moins détendu. Enfin, j'arrivais avec ma bière et puis la personne m'a totalement ignorée parce que, enfin, je me rappelle que c'est juste, j'aime bien ce milieu-là, quoi. J'aime bien le cosplay, j'aime bien, j'aime bien être là au milieu des gens ouais. Du coup, ça me plaît. Après, mes derniers bouquins, Agrapha a été placé. Enfin, tu vois, c'est un petit peu ce qu'on disait, les genres où on en est. Puis par rapport à. Agrapha a été placé en blanche. Il m'a demandé, j'ai dit, je sais pas. Parce qu'il y a du fantastique aussi. Mais. Bon, en fait, je sais pas, mais effectivement, c'est quand même la Volte se définit plutôt sur le paysage éditorial français, comme dans le paysage éditorial français, comme faisant de la science-fiction. Le prochain, il va être en blanche. Enfin, je veux dire, ça veut dire les représentants c'est le représentant qui. Enfin, ça compte pour les commerciaux, je crois, ou les commerciales. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais voilà. Est-ce que je réfléchis avant? Par contre, pas toujours. Effectivement, celui-là, je pensais que ce serait du fantastique. Enfin, je m'étais mis dans ma tête, ce sera une histoire qui fait peur au Moyen Âge, puis ça n'a pas du tout été ça finalement. Mais j'avais un petit cahier des charges. J'avais un cahier des charges très clairement. Sousto, pas trop. Sousto, il s'est posé la question aussi où ça se situait. Mais c'est comme toi, sauf que là, c'est pour de vrai. Je crois que j'avais un truc intelligent à dire avant et je me souviens plus. Là, pour le coup, c'est pour de vrai. Ça me semble très très clair. Et en fait, c'est vrai que la question, je la pose de manière assez naïve, mais aussi en tant que, je vais dire d'où je parle, en tant que libraire, parce que, voilà, en étant lectrice de La Volte. Par exemple, de Dystopia, des livres de séminaire, effectivement, en discutant, en vous écoutant parler au fil des années, effectivement, le genre un peu, oui, la question des délimitations, on se dit, bon, c'est très éditorial, au final, c'est, comment dire, ouais, voilà, dans la bulle,
désolée, je parle de moi, mais en gros, dans la bulle dans laquelle je suis, évidemment, pour moi, il n'y a pas de genre délimité. Et ce qui est chouette, c'est justement quand ils vont se frotter, quand ils vont se rencontrer. Mais il y a une réalité quand même assez qu'on se prend parfois dans la figure. Et je vais donner l'anecdote de quelqu'un d'autre que j'ai entendu dans un podcast. C'est Eva Sinanian de Des mots à la bouche, qui racontait que elle avait beaucoup vendu l'Anomalie, le Goncourt de l'année dernière, et que voilà, il y avait un lecteur qui lui disait à quel point il avait aimé et tout, parce que l'Anomalie donc de Hervé Le Tellier, c'est paru en Gallimard blanche, et c'est un livre. Le Tellier, c'est un oulipien, et c'est un roman qui joue avec la SF. Et du coup, elle lui a proposé un livre de La Cité des Permutants de Greg Egan, qu'elle trouve encore mieux et encore plus décoiffant, pour les raisons pour les mêmes raisons pour lesquelles le client avait l'air d'avoir aimé l'Anomalie. Et bon, il a eu une réaction de rejet rédhibitoire. Voilà, j'arrête de... Mais voilà. Enfin, je sais pas si vous avez... Non, un des trucs qui est cool dans le fait d'écrire des mauvais genres, en fait d'être identifié dans le mauvais genre, c'est que les gens te foutent grosso modo la paix. Bon, tes beaux-parents croient pas vraiment que tu écris vraiment des livres, mais donc ça c'est un inconvénient ou un avantage. Mais après, on est quand même vache. Enfin, moi je trouve que c'est un endroit pour le coup de liberté. Voilà, le fait d'être dans un coin, c'est pas mal. Moi, j'ai vécu de façon un peu... c'est un truc qui me pose des questions, c'est la transformation, là, c'est, on va dire, 5 dernières années de la science-fiction. Le statut de la science-fiction est toujours fluctuant dans l'histoire en France, dans l'histoire. Et là, c'est en train de redevenir cool. Et en particulier avec le confinement, enfin avec plein de situations où on fait, oh là là, vraiment, qu'est-ce que la science-fiction va nous apporter? Et ce qui est assez marrant, c'est que avec pas mal de camarades identifiés dans la science-fiction, en fait, on s'est tous mis à écrire de la fantasy en réaction, parce qu'en vrai, voilà, il y a un truc aussi de se protéger de ce truc-là, que quand les gens ils commencent à venir vers nous en disant, ah, c'est vraiment très intéressant ce que vous faites, vous avez vraiment des visions sur l'avenir, et n'est-ce pas que ouais, elle avait tout prévu. Ouais, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé que c'était rigolo cette réaction épidermique de dire, ok, maintenant vous commencez à vous intéresser à moi, et ben je vais ailleurs. Venez me chercher, je suis avec les princesses et les dragons. Alors, vous trouvez toujours ça cool? C'est parce qu'en fait, parallèlement, il y a les intergalactiques, mais là, c'est vrai, ces dernières années, pour être plus précis, on se trouve invité à parler sur le futur du corps, à une sorte d'événement sponsorisé par Peugeot, ou de la mobilité. C'est ça, en fait, dont tu voulais parler, c'est ça. Et du coup, d'un seul coup, on se retrouve en... Mais j'en sais rien, moi, le futur du corps, ou la mobilité du futur. Et c'est hyper tétanisant. On n'a plus envie de toucher au futur parce qu'on a l'impression que tout le monde attend notre avis et on se dit dragon, il crachait du feu, et les animaux qui parlent. Et du coup, ouais, non, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Est-ce que j'ai le temps de lire un peu de Léo, parce qu'on a lu tout le monde sauf de Léo? Je crois qu'on va terminer là-dessus parce qu'on reçoit des signaux Ah, c'est ça, zut. Tout à l'heure. Juste une phrase. Ouais. 3 lignes. Allez, 3 lignes. Pris au hasard. Le titre. On se souvint que, de son vivant, Hildegarde avait démasqué une sœur qui, vêtue en homme, vivait dans le monde et se faisait passer pour Claire, en maculant de charbon un visage de grande beauté. C'est blackface, ça.